Épreuve QCM pour le recrutement qui s'est effectué en 20 décembre 2020. Épreuve QCM pour le concours de recrutement d'informaticien technicien au troisième grade. Ça, c'est une épreuve que nous allons voir ensemble avec des réponses aux questions-réponses. Questions multiple choix. Nous avons déjà partagé 2 vidéos. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir les autres vidéos si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir. Dans cette épreuve, on rappelle qu'il y a 60 questions. C'est un système canadien. Si vous faites des erreurs, vous êtes noté sur ça aussi. Et cette épreuve, elle est à 3 heures. Nous avons vu qu'il y avait des questions qui étaient liées à la sécurité informatique, qui étaient liées aussi aux aspects de requêtage SQL, au design avec UML, des questions reliées à l'algorithmique. Il y a des questions d'un peu tout. Aujourd'hui, nous allons voir quelques dizaines de questions ensemble par rapport à cette vidéo. Je vais essayer de garder la vidéo un petit peu courte. N'hésitez pas à exprimer votre support en laissant un j'aime, en vous inscrivant ou bien en laissant votre feedback en commentaire. Première question, nous allons voir, c'est la 40e. Donc, pour faire suite, dans cette question, il y a un petit algorithme. Ici, on dit qu'il faut nous donner le résultat. Qu'est-ce que A et B contiennent? La réponse, moi, quand j'ai fait le calcul, alors j'ai trouvé qu'il y avait une différence par rapport au choix qui était donné. À la fin, moi, j'avais trouvé que c'était A égale à 10 et B égale à 20. Nous allons faire les étapes ensemble. Donc, au début, on a A qui contient 15 et B qui contient 10. On affecte le contenu de B à A, puis on affecte le contenu de A dans B, puis bien sûr ensuite nous affectons le contenu de A plus B à B. Ici en fait ce qu'on reçoit dans la deuxième étape, on reçoit A égale à 10 parce qu'on a affecté le B. En deuxième étape, on reçoit B égale à 10, on a affecté le A qui contient 10. Et ici, finalement, ce qu'on reçoit, c'est un 20, le A plus B. Et donc, en conséquence, on a ça comme résultat. Cependant, les réponses ici ne sont pas en adéquation avec le résultat que j'ai reçu. Que vous pouvez partager avec moi si vous avez peut-être une idée. En tout cas, moi, je suppose que probablement, il y a quelque chose qui n'est pas correct quelque part dans l'examen, ou peut-être dans la façon que j'ai fait. Ok, je passe à la prochaine question. Ici, c'est par rapport à HTML. Bien évidemment, ici, ce n'est pas un langage compilé ni interprété, mais plutôt c'est un langage qui est balisé, un peu comme XML. Question 42. Comment être sûr que les données reçues par GET et POST ou POST sont valides? Pour rappel, GET et POST, ce sont 2 méthodes, ou bien si vous voulez, des verbes. Donc, pour ce qui concerne les verbes qui sont dans REST, ce qu'on appelle les RESTful API, généralement qui sont développés en HTTP, de requête HTTP. Généralement, on va faire 2 types de requêtage. On a le requêtage qui est fait côté serveur, quand on essaie de consommer une API. Il y a le requêtage qui est fait du côté serveur pour recevoir des données qui étaient reçues à partir du client. Donc, communication client-serveur. Généralement, on peut envoyer des requêtes POST côté client sous forme de formulaire. Par exemple, un form, on peut envoyer les datas en POST. Et ces données, généralement, elles sont validées. Donc la question est comment être sûr que les données reçues par ces requêtes-là sont valides. Alors la réponse ici, ce n'est pas la première, il ne suffit pas de mettre un mot de passe. Je vais marquer directement la réponse. Moi, en fait, j'ai hésité entre les deux, le B et le D. Mais en réfléchissant un peu, je crois que le B, il fait quand même une bonne réponse. Parce qu'on peut faire ce qu'on appelle élimination de caractères potentiellement dangereux. On sait que dans SQL, pour se protéger contre les requêtes, ce qu'on appelle l'attaque SQL injection, on peut bien sûr faire de la ce qu'on appelle sanitation. Je crois que c'est ça le terme qui est utilisé.
cas, c'est une sanitarisation de la chaîne de caractères. Et ceci permet bien sûr d'éviter le problème de SQL injection. C'est une attaque qui est connue, qui est très ancienne, qui avait fait beaucoup de buzz dans le temps, je pense les années 2000, en tout cas quand le SQL était dans ses préliminaires. Ici, convertir les valeurs à la main, effectivement, il y a des types de données qui peuvent être convertis directement sur le code. Si on ne connaît pas bien sûr le type qu'on va recevoir, on veut faire une validation par rapport au type. La data qui est envoyée du côté client, par exemple, on envoie un type texte, mais dans la base de données, on veut stocker des int, bien des entiers. Par conséquent, il faut faire une conversion de type en faisant du casting. Ça permet bien sûr de valider le type. Donc, moi j'ai opté pour cette question, qui est quand même très proche à la réponse. Je passe à la question qui suit. Donc, comment la communication est-elle établie avec le serveur base de données? Ici, la réponse, c'est à la fois réseau et API. C'est pas avec un langage. Le langage de programmation, il permet d'implémenter un programme et donc pas une communication. Et ce n'est pas le SQL. Le SQL, c'est un langage de requêtage. Donc, en fait, ce qu'on fait, l'application, généralement, ce qui va se passer, c'est que l'application, elle va requêter la base de données. Ici, ce qui se passe, c'est que dans le réseau, on va envoyer ce qu'on appelle un package qui va contenir la requête, bien sûr, qui est en SQL, qui va être reçu par la DB et qui va être converti et puis, bien sûr, préparer la réponse et la renvoyer par le réseau. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des API tels que des ORM qui permettent de faire ces opérations de préparation des requêtes, peut-être côté application, et les envoyer via le réseau. Voilà pour ce qui concerne ces réponses. Longueur maximum d'une colonne de type char. Moi, je vous invite à regarder un petit peu les types qui existent en SQL. Mais la réponse ici, c'est aucune de ces réponses parce que dans le type char, généralement l'UTF-8 qui contient le plus de, comment dire, le plus de, on va dire, de size, généralement il est stocké dans, je crois, 4 bytes, 4 octets maximum. Corrigez-moi si je me trompe. En tout cas, ce n'est pas 256, non plus 255. En tout cas, aucune des réponses précédentes, moi, à mon avis, ne sont correctes. Je vous invite à laisser votre feedback pour améliorer le contenu si vous avez une réponse qui peut être plus pertinente. Par rapport à email, c'est quoi une généralisation ici? On se pose la question, c'est quoi une généralisation? Pour donner un exemple simple d'une généralisation, vous pouvez prendre par exemple deux acteurs. Dans l'exemple ici, bien sûr, je vais prendre le diagramme entité-relation, non pas entité-relation, pardon, le diagramme de cas. Généralement, les acteurs sont marqués avec un bonhomme qui peut ressembler un petit peu à ça. Je ne sais pas si je peux le mettre ici. En tout cas, c'est un bonhomme qui y aura comme, comme exemple, comme ça, un petit peu, si vous voulez. En tout cas, on va donner un autre exemple de. Maintenant, j'y suis arrivé. Oh bon, c'est celui-là. Ok. Voilà, donc on a un utilisateur, un user. Puis on peut dériver deux sous-acteurs, qui va être par exemple le premier un administrateur, et le second ça va être par exemple un client. En fait les deux ici ils vont être des généralisations d'utilisateurs. Donc pour réponse ici ce que je donne comme réponse c'était la réponse le B. Pour représenter une association non symétrique, bien sûr elle est non symétrique, la relation entre l'entité généralisée et l'entité qui généralise. Elle est non symétrique et bien sûr il joue un rôle prédominant ici. L'utilisateur est prédominant par rapport à l'administrateur parce qu'il généralise. Des véhicules sont dotés de châssis et de propulsion. Ici on donne l'exemple pour l'héritage, si c'est un exercice par rapport à la programmation orientée objet pour tester les connaissances par rapport à ça. Et on se dit, voilà, on a
on a un véhicule, il est caractérisé par un châssis qui peut être de type, bien sûr, volé, ou bien de type roulé, ou bien de type flotté. Bien sûr, ici, c'est par rapport au châssis, c'est la caractéristique 1. Puis on donne une deuxième caractéristique que vous pouvez voir ici. On a parlé une deuxième caractéristique qui concerne la possibilité d'utiliser un moteur pour rouler ou bien un planeur pour voler. Et bien évidemment, ça c'est ce qui concerne la description de cet exercice. Et on se demande quel est le minimum de classes qu'on peut utiliser en n'utilisant que l'héritage pour faire la conception de notre problématique. Donc on a ici cet exemple. Ici en fait la réponse c'est bien 9. Et pour dire pourquoi en fait il suffit de faire des combinaisons entre les types ici qu'on a et bien sûr garder véhicule comme la classe mère. Donc voilà ce que j'ai fait moi. J'ai mis véhicule, j'ai ajouté deux classes dérivées, véhicule avec moteur, j'ai fait véhicule avec planeur. Puis ensuite j'ai dérivé de ces deux classes, trois sous-classes. Donc pour ce qui concerne les véhicules avec moteur, j'ai dérivé une première classe véhicule à moteur volant. Vous avez compris bien sûr véhicule aussi avec un moteur flottant, ainsi de suite. Donc ici, si on calcule bien, on aura finalement trois sous-classes pour véhicule avec moteur et on aura trois sous-classes pour véhicule avec planeur. Et si c'est la même chose pour véhicule avec planeur, on va dériver véhicule à planeur volant, à planeur flottant et à planeur roulant. Et on aura 3 avec 3 qui donnera 6. Et on a 3 véhicules avec moteur, véhicules avec planeur qui nous donnent au total 9. C'est la meilleure façon de faire le design en fait en n'utilisant que l'héritage. Dernière question, la 47e. Ici la réponse c'est 0 étoile. Et la réponse 0 étoile, on se dit dans cette question, quelle est la cardinalité qui va être présentée ou bien la multiplicité côté commande dans une relation commande-client. Donc si on prend une commande et un client, dans cette relation on aura une cardinalité côté commande et on aura une cardinalité côté client. En fait, pour un client, on peut avoir plusieurs commandes. On peut le représenter comme ça, cette relation. Mais pour plus de précision, on va rajouter 0 étoile. 0, ça veut dire qu'un client, il peut avoir pas de commande. C'est-à-dire qu'il n'a jamais effectué de commande. Et par conséquent, en fait, pour un client, 0 commande ou bien plusieurs. Voilà pour ce qui concerne nos questions, réponses. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous exprimer votre contribution et votre support via une inscription ou bien via un j'aime. À très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concours.